Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser la bande-annonce de Avengers Doomsday. Franchement, si vous n'avez pas vu ma réaction et mon review, je vous invite à aller cliquer sur la vidéo parce que, oh là là, j'ai réagi à chaud, j'étais sous l'émotion, j'ai vraiment kiffé. Regardez cette bande-annonce, c'est la première fois que je la regarde et je l'ai partagée avec vous. Et franchement, c'était hard. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est parti. Alors déjà, on va parler de Doom. Parce que moi, ce que j'aime énormément dans cette bande-annonce, c'est qu'on nous présente un Doom qui n'est pas venu en mode ouais, je vais venir, je vais tout détruire. Pas du tout. Il est posé, réfléchi, il est calme et surtout, il est stratégique. Et là, dans ce premier plan, on découvre sa demeure qui est immense, très sombre avec énormément de verre. Et surtout, il y a ce grand tableau représentant sa femme et son enfant. Et Doom se met à toucher ce tableau. Et là, pour moi, Marvel nous donne déjà une information extrêmement importante sur le personnage. Parce que ce geste est presque intimiste et on a l'impression qu'il regarde ce qu'il a perdu, qu'il regrette quelque chose et qu'il est toujours hanté par cette disparition. Et je pense que c'est essentiel pour comprendre ce Doom. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le personnage de Dr. Doom. Parce que pour comprendre pourquoi ces plans sont aussi importants, il faut tout d'abord comprendre qui est Victor Von Doom. Victor Von Doom, c'est avant tout le dirigeant de la Latverie. Mais c'est pas juste un dictateur avec une armure. C'est l'un des personnages les plus intelligents et les plus dangereux de l'univers Marvel. Victor est un génie scientifique, il maîtrise également la magie, il est extrêmement puissant et surtout, il possède un ego absolument démesuré. Et son histoire est intimement liée à celle de Red Richards. Dans les comics, Victor et Red se connaissent depuis leur jeunesse. Et ils sont tous les deux extrêmement intelligents. Mais là où Red cherche à comprendre l'univers, Victor veut le contrôler. Et leur rivalité va devenir l'une des plus importantes de Marvel. Et là, Victor va ensuite devenir Dr. Doom, prendre le contrôle de la Latverie et construire tout son empire autour d'une idée très simple. Lui, il sait mieux que tout le monde ce qu'il faut faire pour sauver le monde. Et c'est justement ça qui rend Doom aussi intéressant. Parce que dans sa tête, il n'est pas forcément le méchant. Il pense être celui qui peut sauver tout le monde. Et quand on connaît son histoire, ses traumatismes, son obsession du contrôle et tout ce qu'il a perdu, on comprend pourquoi il peut devenir aussi dangereux. Donc voilà qui est Victor Von Doom. Bon, je l'ai un peu résumé, mais bon, je dédierai une vidéo spécifique pour lui. Voilà, parce que ça mérite une vidéo entière consacrée à Dr. Doom. Là, revenons à la bande-annonce. Désolé, j'ai enlevé mon casque parce que j'ai trop chaud. Et là, ce que Marvel nous montre à travers cette bande-annonce, c'est un Doom qui a des ambitions beaucoup plus grandes que simplement conquérir ou bien détruire. Évidemment, il va provoquer des destructions, il y aura les Avengers, les X-Men et les 4 Fantastiques pour les combattre, donc forcément, il y aura la guerre. Mais je pense que Doom a un objectif beaucoup plus personnel derrière tout ça. Et cet objectif est probablement lié à ce qu'il a perdu. Suzanne nous explique qu'au départ, Victor était quelqu'un de sensé et de clairvoyant. Quelqu'un qui savait où il allait, quelqu'un qui dégageait une aura incroyable. La bande-annonce ne nous montre pas clairement ce qui s'est passé, mais à travers les images, je pense qu'on comprend assez facilement où Marvel veut nous amener. La perte de sa famille. Et c'est probablement à partir de là que Victor bascule. Il y a une phrase que Doom prononce qui me paraît extrêmement importante. En gros, il dit que les autres ont vécu des vies qui lui ont été volées et qu'ils doivent les lui rendre. Et attention au choix des mots. Il ne dit pas « je vais vous les reprendre ». Il dit « vous allez me les rendre ». Et ça, c'est très différent, parce que ça signifie que dans sa tête, Doom n'est pas le méchant. Il pense simplement à récupérer quelque chose qui lui appartient. Et là, je pense sincèrement que le film pourrait tourner autour d'une quête de Doom pour retrouver la vie qu'il a perdue. Et du coup, pendant ce temps, on aurait les incursions, donc le multivers qui part en vrille, et Doom pourrait profiter de ce chaos pour essayer de sauver son monde ou de recréer le sien. Et c'est là que le personnage devient beaucoup plus intéressant qu'un simple antagoniste qui veut conquérir l'univers. Et justement, en parlant de famille, il y a un élément de cette bande-annonce qui m'a énormément intrigué. C'est les enfants. On voit plusieurs personnages prendre leurs enfants dans leurs bras et j'ai un peu cette sensation comme s'ils leur disaient au revoir. Ou bien qu'ils essayaient de les protéger avant quelque chose de beaucoup plus grave. Mais bon, ça m'intrigue tout ça. On commence avec Scott Lang qui embrasse sa fille Cassie sur le front. Et c'est pas juste un câlin. Il y a quelque chose dans la manière dont la scène est filmée qui me donne l'impression que Scott sait que quelque chose de grave arrive. Le bisou sur le front peut être un simple geste paternel, mais symboliquement c'est aussi un geste de protection. Et c'est intéressant quand on pense à leur dernière aventure ensemble dans Ant-Man 3. Dans Ant-Man 3, Scott et Cassie ont justement vécu une situation où ils ont dû se battre ensemble dans le royaume quantique. Donc les revoir ici dans une scène beaucoup plus intime avec Scott qui prend sa fille dans ses bras, je me demande vraiment si Marvel n'est pas en train de nous préparer une grosse séparation. Ensuite, on a Johnny Storm avec Franklin. Et là, je trouve ça encore plus intéressant. Parce que dans ce plan, j'ai l'impression que Johnny Storm s'est battu ou est en train de se battre contre un gros ennemi. Il a cette expression dans les yeux, il a de l'adrénaline, de l'émotion, mais surtout une forme de concentration. Comme s'il venait de comprendre qu'il fallait absolument protéger Franklin. Et Franklin, lui, est encore très jeune. Je lui donnerai environ 5-6 ans. Et je pense qu'il comprend pas encore réellement ce qui est en train de se passer. Et pourtant, il se laisse prendre dans les bras de son oncle avec une confiance totale. Et ça, visuellement, ça raconte quelque chose de très simple.
Franklin se sent en sécurité avec son oncle. Et justement, parlons un peu de Franklin, parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les X-Men, ce personnage-là est très très important et très cheaté aussi. Ce petit garçon est loin d'être un personnage anodin. Franklin Richards est le fils de Red Richards et Susan Storm. Dans les comics, Franklin est surtout connu pour avoir des pouvoirs complètement démesurés. Il possède notamment des pouvoirs psychiques et une capacité à manipuler la réalité. Et quand je vous dis manipuler la réalité, on n'est pas simplement sur un petit pouvoir sympa de super-héros. Franklin est capable d'atteindre un niveau de puissance absolument gigantesque. Et c'est même l'un des trucs les plus fous avec ce personnage, un enfant qui peut potentiellement rivaliser avec certains des êtres les plus puissants de l'univers Marvel. Alors que c'est qu'un gosse. Et c'est pour ça que Franklin est aussi important. C'est pas juste parce que c'est le fils de Red Richards et Susan, c'est parce qu'il pourra avoir un rôle énorme dans l'avenir de l'univers Marvel. Et forcément, avec Avengers Doomsday, ça commence à être vraiment intéressant. Parce qu'on sait que Doom est intimement lié aux 4 Fantastiques, et surtout à Red Richards. Et là, dans ce plan, on voit une Johnny Storm qui prend Franklin dans ses bras comme s'il voulait le protéger de quelque chose. Alors forcément, je me pose une question. Est-ce que Doom pourrait avoir besoin de Franklin? Est-ce qu'il cherche pas à le kidnapper? Parce que si le film reprend certains éléments importants des comics, les pouvoirs de Franklin pourraient avoir une importance énorme dans tout ce qui touche au multivers, aux réalités et aux incursions. Et du coup là, ce petit câlin entre Johnny Storm et Franklin prend une toute autre dimension. Johnny ne serait peut-être pas simplement en train de rassurer son petit-neveu, il serait peut-être en train de protéger l'un des personnages les plus importants de toute cette histoire. Et surtout, de le protéger de Doom. Et ensuite, on a Thor et Love, sa fille. Adoptive. Oui, parce que sa fille adoptive s'appelle Love. Et oui, Thor a une fille adoptive. Donc si vous ne le saviez pas, ça se passe dans le film Thor 4, Thor Love and Thunders, où on découvre pour la première fois sa fille adoptive Love. Donc je vais vous rappeler un peu le contexte, comme ça vous avez tout ce qu'il faut. Dans le film, Thor affronte Gorr, le boucher des dieux. Un personnage qui a perdu sa fille et qui décide après sa mort de se retourner contre tous les dieux qu'il considère comme responsables de la souffrance des mortels. Gorr kidnappe alors plusieurs enfants de New Asgard pour attirer Thor jusqu'à lui et utiliser Stormbreaker afin d'atteindre Eternity, une entité cosmique capable d'exaucer un vœu. Et justement, le plan de base, quand Gorr arrive devant Eternity, il devait exaucer un vœu pour détruire tous les dieux. Mais au dernier moment, il choisit autre chose. Il demande à récupérer sa fille. Et c'est là que Thor intervient. Gorr meurt peu après, mais sa fille est ramenée à la vie. Mais avant de disparaître, Gorr demande à Thor de prendre soin d'elle. Et c'est comme ça que Thor devient finalement le père adoptif de Love. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que Marvel fait avec ce personnage parce qu'en fait, Love, c'est pas juste la fille adoptée de Thor. Elle est directement liée à Eternity, donc elle possède un potentiel extrêmement important. Et d'ailleurs, ses pouvoirs sont assez impressionnants. Parce qu'à la fin de Thor 4, on voit qu'elle est capable de manipuler l'énergie cosmique et de projeter des rayons d'énergie avec ses yeux. Et elle possède également une force et des capacités physiques largement supérieures à celles d'un humain normal. Et surtout, elle peut utiliser le Stormbreaker. Donc imaginez un peu le délire. Un enfant lié à Eternity qui possède des pouvoirs cosmiques et qui peut utiliser l'arme de Thor. On parle quand même d'un personnage qui, à terme, pourrait devenir extrêmement puissant. Et c'est justement pour ça que je trouve que ce plan avec Thor est très intéressant. Parce que quand je regarde cette scène de Doomsday, je vois pas un Thor qui fait un câlin à une enfant. Je vois un père qui retrouve sa fille avant de partir affronter quelque chose de suffisamment grave pour que tout le monde soit inquiet. Et ce que j'aime surtout, c'est le regard de Love. Elle a l'air inquiète. J'ai l'impression que Thor est assez transparent avec elle. Pas forcément en lui disant « ouais, on va aller combattre Doom et tout le monde risque de mourir », pas du tout. Mais plutôt en essayant de lui expliquer ce qui est en train de se passer avec les mots qu'on utiliserait pour assurer un enfant. Et ça donne vraiment cette impression que Thor sait quelque chose de très grave qui arrive. Et là, forcément, je me pose la même question qu'avec Casey et Franklin. Est-ce que ces scènes-là sont en réalité des scènes d'adieu? Parce que si Marvel nous montre plusieurs héros qui prennent leur enfant dans leurs bras juste avant le conflit, c'est pas pour rien. Et là, forcément, je commence à me poser des questions. Même plusieurs questions. Pourquoi Marvel insiste autant sur ces moments de détresse avec leur enfant? C'est ça qui me perturbe. Peut-être qu'ils vont tous être regroupés dans un endroit sécurisé. Et là, je vous le dis, je vais partir complètement dans ma théorie. Et si cet endroit où tous les enfants vont se réfugier était simplement le manoir de Charles Xavier? Et oui, parce que s'il y a les X-Men, les 4 Fantastiques et les Avengers qui vont combattre, ils vont où les enfants? Il faut bien qu'ils aillent quelque part. Il pourrait y avoir une sorte de refuge pour les enfants et les civils pendant que les héros vont combattre, justement. Je dis pas que ça va arriver, mais dans une utopie, il y a moyen que les enfants aillent dans le manoir de Charles Xavier. Et qu'il y ait genre certains mutants qui restent pour les protéger. Et donc il y aurait des sentinelles ou bien des sbires de Doom qui iraient chercher les enfants. Et boum, il y a des combats entre les mutants et les méchants. Ça serait incroyable. Et cette bande-annonce me donne vraiment cette sensation de on protège ce qu'on aime avant de partir à la guerre. Et ça, c'est malin. Ils ont intérêt d'ailleurs. Et maintenant, je voulais aussi vous parler du discours de Susan Storm. Parce que pour moi, c'est le fil rouge de toute la bande-annonce. Et c'est à travers elle qu'on découvre ce qui se passe, mais surtout qu'on comprend un peu mieux le mindset de Doom. Elle nous explique clairement qu'avant, Victor n'était pas le même. Où qu'il aille, il dégageait une aura incroyable. Et c'était quelqu'un de gentil, d'attentionné, de brillant, quelqu'un qui savait où il allait. Et puis tout a basculé le jour où tout ce qu'il aimait lui a été enlevé. Et à partir de là, Victor meurt et laisse place à Dr. Doom. Et Susan avait compris qu'il était perdu.
Elle savait qu'il avait changé, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il allait aller aussi loin. Et ça nous montre clairement une chose. Les 4 Fantastiques, et notamment Suzanne, connaissent Victor. Et ça, je pense que ça va être extrêmement important pour toute l'intrigue du film. Parce que face à Doom, les Avengers vont avoir besoin de comprendre leur ennemi. Et qui de mieux que les 4 Fantastiques pour ça? Ils connaissent son caractère, sa façon de réfléchir, sa vision du monde, et surtout, ils connaissent l'homme qui se cache derrière Dr. Doom. Victor. Et ça peut donner un avantage énorme pour les héros. Parce que là, ils vont pas affronter un méchant comme Thanos qui débarque avec une armée et un objectif très clair. Ils vont affronter quelqu'un qui est capable de réfléchir plusieurs coups à l'avance. Et Suzanne, elle, sait comment il fonctionne. Mais perso, ce qui me marque le plus dans son discours, c'est son émotion. Je trouve que Suzanne semble beaucoup plus triste qu'effrayée par ce qui se passe. Et je trouve ça logique parce qu'elle connaît très bien Victor. Elle connaît son caractère, elle connaît sa vision du monde et elle savait probablement de quoi elle était capable. Et aujourd'hui, elle voit quelqu'un qu'elle connaissait complètement basculer. Parce que Suzanne ne regarde pas juste Dr. Doom, elle regarde Victor. Et je pense que ça va rendre leur confrontation beaucoup plus émotionnelle que ce qu'on pourrait imaginer. Moi qui n'étais pas très content de ne pas avoir vu Doom dans les 4 Fantastiques de 2025, franchement avec la bande-annonce que je viens de voir, ça me rassure. Et Suzanne s'adresse à tout le monde à ce moment-là. Il y a Steve, Shuri, M'Baku, Shang-Chi, Gambit et même Magneto. Et honnêtement, je pensais vraiment que Magneto allait mourir très rapidement dans le film. Mais pas du tout. Au final, il est assis. Il écoute Suzanne. Les cheveux longs, blancs, le visage marqué, il semble blessé et surtout, il écoute attentivement Suzanne. Et franchement, je trouve ça extrêmement intéressant parce que Magneto est probablement l'un des personnages qui peut le mieux comprendre ce que Suzanne est en train de raconter. Parce que Magneto est un personnage qui a énormément souffert. Il a perdu des gens, il a vécu des traumatismes et toute sa vision du monde s'est construite autour de cette souffrance. Il a toujours considéré que les mutants représentaient une évolution de l'humanité et qu'ils devaient être protégés face aux humains. Et cette vision l'a évidemment opposé aux X-Men pendant des années. Mais là, on nous montre un Magneto plus vieux, plus expérimenté, plus sage. Et je trouve que son attitude dans cette scène est vraiment intéressante. Il parle pas, il écoute, il observe, il laisse Suzanne raconter l'histoire de Victor. Et là, je me demande presque s'il n'y a pas une forme d'empathie de Magneto envers Doom. Parce que Magneto pourrait comprendre ce que ça fait de perdre tout ce qu'on aime. Il pourrait comprendre ce que ça fait d'être brisé par la vie. Il pourrait même comprendre pourquoi Victor est devenu comme ça. Mais bon, comprendre quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire être d'accord avec lui. Et c'est justement ça qui pourrait être intéressant dans leur relation. Magneto pourrait être l'un des seuls personnages capables de regarder Doom et de lui dire « Je comprends pourquoi tu es devenu comme ça, mais je refuse de devenir comme toi. » Et franchement, si Marvel joue là-dessus, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on pourrait avoir 2 personnages qui ont énormément souffert, 2 personnages qui ont développé une vision très particulière du monde à cause de cette souffrance, mais qui au final choisissent 2 chemins complètement différents et ça pourrait donner des confrontations assez fortes dans le film. Et là, je voulais m'arrêter 2 secondes sur ce plan, parce qu'on voit un New York complètement ravagé, une ville qui vient clairement de subir une bataille monumentale, et quand on regarde bien, on reconnaît Central Park au centre de l'image, donc on est clairement au cœur de New York. Mais la question que je suis en train de me poser, c'est dans quelle terre ça se passe? La 616, notre terre à nous? Je pense pas du tout. Celle des 4 Fantastiques, la 828, je suis pas fan aussi. Peut-être c'est celle d'X-Men, la 10005. C'est sûrement celle d'X-Men. Parce que maintenant qu'on sait que Doomsday va réunir plusieurs personnages venus de différents univers, je trouve ça important de se poser cette question. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est Magneto, parce qu'on le voit face à cette destruction et surtout, on le voit en larmes. Et là, forcément, je me pose énormément de questions. Est-ce qu'il est en train de regarder son monde s'effondrer? Est-ce qu'il vient de perdre quelqu'un? Est-ce qu'il assiste à la destruction de sa propre réalité? Ou alors, est-ce qu'il vient de vivre une bataille tellement violente qu'il comprend que son monde est condamné? Il y a même une autre possibilité qui me vient en tête. Et si Magneto était sur le point de se sacrifier? Parce que Magneto est quelqu'un qui a toujours été très attaché aux siens, aux mutants, à sa famille, à son peuple, quoi. Et ce plan pourrait justement nous montrer un Magneto qui est prêt à tout donner pour sauver ce qu'il aime. Et ça me plaît énormément parce que ça correspond aussi à tout ce qu'on vient de voir avec Suzanne. Parce qu'on parle depuis le début de personnages qui ont perdu des choses, des personnages qui veulent protéger leur famille, des personnages qui sont prêts à se battre pour leur monde. Et là, on retrouve Magneto au milieu d'une ville détruite, complètement bouleversée par ce qu'il voit. Donc pour moi, ce plan n'est pas juste là pour nous montrer « Regarde, New York est détruit ». Je pense qu'il y a une vraie charge émotionnelle derrière. Parce que si Magneto est en larmes, c'est qu'il vient probablement de voir quelque chose qu'il était incapable de sauver. Et ça pourrait être extrêmement important pour comprendre son rôle dans le film. Et là, autre question. Oui, ça en fait des questions. Là, cette ville est complètement ravagée. Et moi, je pense que c'est pas dû aux incursions. C'est simplement dû à une bataille extraordinairement belle. On voit les bâtiments détruits, les rues complètement ravagées, et tout ce qu'il y avait sur le passage a été balayé. Et si c'est réellement le résultat d'un affrontement, alors la question devient qui s'est battu ici? Est-ce que c'est les Avengers qui étaient là? Les X-Men? Les 4 Fantastiques? Les 3 familles réunies? Est-ce que Magneto est en train de défendre sa réalité ou est-ce qu'ils étaient tous en train d'essayer d'arrêter Doom? Parce que plus tard dans la bande-annonce, on voit Doom arriver. Et là les amis, c'est quelque chose. Là les amis, je vous le dis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, si je vois cette séquence au cinéma,
je vais crier toute mon âme, je vais transpirer, je vais plus en pouvoir. Et connaissant les frères Rousseau, je pense vraiment que ça va pas être le seul moment épique du film. Et je pense même que tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce, là, à la fin, quand Doom se lève avec les sentinelles, c'est le début du film. Et oui, je pense que ça va être le début du film, ou du moins, pas le tout début, mais ce sera avant le milieu, ça c'est sûr. On voit Red Richards tenir Doom et lui demander ce qu'il a fait, et s'il a vraiment fait. Et Red est complètement bouleversé. Il lui serre la main, il lui parle avec énormément de colère. Mais moi, ce que je ressens surtout dans cette scène, c'est la déception. Parce qu'on sait que Red et Victor ont une histoire extrêmement importante dans les comics. Et même si on ne connaît pas encore exactement la nature de leur relation dans cette version du MCU, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent clairement que Red ne regarde pas simplement un ennemi. Il regarde quelqu'un qu'il connaît. Quelqu'un dont il comprend probablement le raisonnement. Quelqu'un qu'il aurait peut-être aimé pouvoir l'arrêter avant qu'il aille aussi loin. Et Doom, lui, il ne bouge quasiment pas. Il observe, il écoute dans le calme absolu. Oh là là, Laura fait un mix incroyable. Il écoute comme si tout ce que Red pouvait lui dire n'allait absolument rien changer. Parce que dans sa tête, sa décision est déjà prise. Et c'est ce qui me plaît énormément avec cette version de Doom. Il n'a pas besoin de hurler, il n'a pas besoin de faire de grands discours. Il est là, juste calme. Et cette froideur le rend encore plus menaçant. Et ensuite, il pète la gueule de Thor. Il lui pète la gueule. Il arrête le Stormbreaker à 2 doigts. Il envoie valser le personnage le plus puissant du MCU. Parce que Thor, c'est pas n'importe qui. C'est le mec qui a combattu Thanos. Il a envoyé ce Stormbreaker face au gant de l'infini avec les 6 pierres d'infinité. Et il a transpercé le torse. Donc voilà, pour te dire le niveau de Thor. Donc pour te dire le niveau de Dr Doom. Et du coup, ce qui me rend fou à moi, c'est qu'il donne même pas l'impression qu'il force Dr Doom. Il arrête avec ses 2 doigts tranquillou. Et là, la bande-annonce nous laisse avec une scène magistrale, épique, émotionnelle. J'ai eu les frissons dans tout mon corps. On voit Dr Doom manipuler les sentinelles. C'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Il retourne les sentinelles contre les héros et là, d'un coup, tout le monde est en danger. Ah là, il n'y a plus d'excuses. Et ce que j'ai vraiment ressenti, c'est l'aura du personnage. Parce qu'on parle beaucoup de puissance quand on parle de Doom. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est sa présence. Il dégage quelque chose, il est calme, il est sûr de lui. Il avance comme s'il savait déjà comment cette bataille allait se terminer. Et surtout, il ne donne jamais l'impression d'être dépassé. Et ensuite, ce plan où Doom lève les bras. Alors là, c'était magistral, c'était magnifique. Et ce plan m'a fait extrêmement penser à Tony Stark dans Iron Man 1 où il présente le Jericho, où il lève justement les bras, il présente le Jericho. Et dans Iron Man 3, à la fin du film, quand il appelle toutes ses armures, il fait cette espèce de truc bizarre là, où il lève les bras. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et je pense que ça, c'est un choix, c'est un parti pris de la part des frères Rousseau de récupérer des éléments. Parce que vous savez, Dr Doom est joué par Robert Downey Jr. Et Robert Downey Jr. a joué Iron Man. Et du coup, il y a des petits clins d'œil qui se fait où les frères Rousseau ont pris des mouvements de Tony Stark et ils les ont appliqués à Dr Doom. Je pense que ça fait plaisir aux fans et franchement, ça fait pas de mal. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. La bande-annonce est sortie il y a quelques jours. Je me suis précipité à faire une réaction, une review que j'ai postée le jour même. Et là, je vais à peine de finir le tournage. Je vais vite la monter et la poster sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, là, je suis dans un run Marvel. Et je pense que ça va être le cas jusqu'en décembre. Je vais booster les vidéos sur ma chaîne YouTube autour de Marvel. Donc franchement, si vous connaissez l'univers, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir de débattre avec vous. Si vous ne connaissez pas certains personnages, certains films, tout ça, franchement, je suis trop content de vous partager ça et de vous le faire découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, bastonner un gros pouce bleu. Je suis aussi présent sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me follow. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao!